Je vais lire parce que, en fait, je n'ai pas la même facilité avec la langue que les autres intervenants. Et je voudrais commencer avec une remarque sur le terme de centre opératoire que j'ai mis dans le titre, et qui est un terme de la philosophie de Gilbert Simondon, sur lequel je m'appuie beaucoup pour mon travail. Et j'aimerais expliquer ça très vite, sans trop entrer dans la philosophie de Simondon pour ne pas vous embêter. Mais en fait, pour Simondon, dès qu'il y a un rapport entre deux formes individuées, on parle en vérité d'un rapport entre des extrémités qui implique une relation opérative qui donne forme et qui maintient ce rapport. Le centre, qu'il appelle aussi parfois le centre obscur, puisqu'on dans le discours on ne le voit pas souvent, ce centre est donc l'opération elle-même. C'est la réalité de la relation, comme il dit. Ainsi, la relation n'est pas subordonnée à la réalité des étangs, elle est le réel où les étangs prennent sens. Et ainsi, envisager la monnaie au centre opératoire consiste à voir cette monnaie dans un mouvement de mise en œuvre d'un réel. Donc, si certains types de rapports impliquent la monnaie, ce qui paraît être sûr, j'aimerais aussi il faut aussi poser la question de l'opération qui soutient ces rapports, de leur réalité de relation, justement. Et de cette question s'ensuit celle-ci, quels autres rapports peuvent être engendrés en faisant opérer autrement la monnaie? Je pense que ça résume bien ce que Marie vient de discuter. Bon, c'est là la question de l'invention monétaire, proprement, et aussi celle des alternatives à bâtir dans le domaine de l'économique, mais aussi du social et du politique, à travers l'invention monétaire. Et bon, pourquoi parler d'invention monétaire, justement? D'abord, pour souligner que oui, la monnaie est une affaire d'invention, et pour souligner qu'il s'agit d'inventer tout un système de rapports possibles, c'est-à-dire une topologie de signes et de gestes. La monnaie telle que nous la connaissons, elle aussi est un fait d'invention, inventée constamment, engendrée au sens de Rousseau, comme Marie l'a dit, par des acteurs de l'économie et du politique, de Mario Draghi à Goldman Sachs, la banque, de Trump à Macron, et ainsi de suite. Bon. L'invention monétaire est donc variée, et elle est souvent passée sous silence. Et une des raisons de ce silence est que la monnaie, avec l'architecture qui vient avec, est envisagée dans une conception substantielle ou substantialiste. C'est la monnaie comme un objet, justement, quelque chose qui permet la circulation, qui garantit l'investissement, qui pérennise les ressources d'une communauté. Mais la monnaie ne peut pas être substance une fois qu'elle se présente seulement dans son opération, traversée par des flux d'affect et de sens. Il faudrait aussi remarquer le caractère substantiel de ces autres idées mobilisées, ces autres notions-là, la circulation, l'investissement, la marchandise, le revenu, le salaire. Tous ces termes sont mis en rapport, c'est évident, mais la question serait quel genre de relation les soutient dans leur forme. Bon, dans le champ du social, encore dans la pensée de Simondon, un rapport implique des relations qui sont d'affectivité, de signification, de technique, toujours imbriquées. Ainsi, les corps, le désir, les groupes se déploient en schèmes, en gestes, en signes, formant une topologie de l'action et de l'émotion avec des objets et des institutions. Cela vaut aussi pour le problème de la monnaie. Par exemple, pensons au rapport de classe chez Marx, qui se met en œuvre dans les schèmes où se concrétise le travail abstrait, comme les gestes du corps en rapport direct avec le mouvement de la machine, le travail mort, écrasant le désir du corps pour que l'accumulation se déploie. Pensons aussi au mouvement boursier spéculatif qui mobilise un volume épouvantable d'exigences qui déborde vers la dite économie réelle en impliquant les travaux, l'épargne et les espoirs de peuples entiers. Et pensons finalement aux monnaies locales qui garantissent un certain flux de revenus pour le commerce et la production d'une certaine communauté, comme a été dit déjà ici.
et qui établissent ou renforcent des liens affectifs et des liens de travail, là aussi une mise en rapport de gestes et de corps. Bon, le but ce matin, j'imagine, c'est de soulever la perspective des alternatives monétaires en tant que geste inventif, lui-même opérant dans une relation qui implique et maintient une topologie dans le champ social. L'activité économique, les rapports politiques, bref, dans l'engagement affectif et l'action des corps. L'invention monétaire peut-elle aller plus loin que la simple correction marginale des rapports hégémoniques de marché? C'est déjà la question que Marie posait. Pourrait-elle être située au cœur des stratégies de création d'autres modes de vie? Ce sont là, comme on l'a vu, des questions ouvertes, mais urgentes, et pour lesquelles des éléments de réponse se trouvent dans les pratiques du quotidien, déjà dit aussi. Bon, toutes ces questions peuvent être résumées ainsi, je dirais. Qu'est-ce que l'on pourrait aspirer à changer en bricolant avec la monnaie? Quelques réponses sont disponibles depuis plusieurs générations. Donc, favoriser les rapports commerciaux à l'intérieur d'un territoire, éviter la thésaurisation, qui est considérée comme l'espèce de péché par excellence autour de la monnaie, promouvoir une sorte de crédit qui ne se traduise pas en source d'inégalité et d'accumulation, contourner des puissances économiques établies, que ce soit l'État, que ce soit les corporations, que ce soit la finance. Enfin. Bon, le premier cas serait par exemple celui des circuits locaux d'échange, les LETS. Le deuxième, peut-être celui de la monnaie fondante au style de Silvio Gesell. Le troisième, celui des banques communautaires. Et le dernier, on pourrait dire, celui des crypto-monnaies. Et je vais maintenant passer à la lecture. Chacune de ces initiatives nous apprend quelque chose sur la possibilité de pousser les frontières de l'invention monétaire. Gesell, par exemple, signale vers le contrôle technique sur la perte de valeur de l'unité de compte. Les cercles d'échange, dont le cas le plus puissant, à mon avis, c'est celui de la Red Global de Trueque, en Argentine, établissent des membranes pour absorber les tensions entre la communauté locale et le système général. Des banques telles que le Cercle Vir de Suisse démontrent que le rythme de crédit et des dettes peut être manié non seulement par les corporations, mais aussi par la communication serrée d'un réseau de petits négociants. Les monnaies digitales, de leur côté, font signe vers le potentiel d'une appropriation technique des règles d'émission, ce qui recèle un potentiel révolutionnaire encore peu exploité. Mais est-ce là tout? Bon, la monnaie étant un fait d'invention, une opération de prise de forme sociale, affective, technique, ne pourrait-elle pas être refaçonnée encore plus profondément? Bon, dans un texte de 86, Keith Hart, un anthropologue britannique, a montré que la monnaie, même en la concevant substantiellement, comme j'ai dit, comme une pièce de monnaie, a toujours deux visages au moins. Elle est symbole d'une souveraineté toujours présente sur le fond, c'est le côté pile, la totalité, et aussi l'huile du commerce, comme le disait Hume, qui sert à compter, à payer, à emprunter, à thésauriser. Donc son côté face, la simple technique commerciale. Et plus tard, Bruno Terré ajoute que la monnaie a aussi son épaisseur, de nature à la fois technique et politique. Ce sont ses règles d'émission, sa loi, son nomos. Cet ajout révèle qu'une conception substantielle de la monnaie ne peut tenir debout sans l'opération qui décide de la topologie, des significations et de l'action. C'est donc par la constitution et par l'émission des monnaies avec les réparteurs que l'opération a lieu. Et si nous voulons effectivement faire de la monnaie un instrument pour bâtir des alternatives, il faudrait trouver, ou inventer plutôt, de nouvelles réponses à la question à quoi l'invention monétaire peut aspirer. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les pouvoirs en place bâtissent leurs réponses constamment, à chaque fois que le développement des forces productives demande des ajustements à l'ordre monétaire. Par exemple, le passage au régime salarial dont parlait Marx, à l'âge de l'industrialisation, brisant les rapports solides de clientèle et en même temps instituant la force de travail libre, le travail comme marchandise. Et puis, on peut parler aussi de la constitution de systèmes de protection sociale, le système fordiste-keynésien, apparaissant aussi comme une certaine accommodation des exigences nouvelles de l'opération de la monnaie, qui,
actuellement n'est même plus nécessaire au temps de la gig economy, qui implique encore d'autres architectures du paiement et des opérations monétaires. Bon, une sous-question qui apparaît souvent est la suivante. Peut-on concevoir une monnaie dont l'image de fond n'implique pas une telle souveraineté corporatique ou étatique, qui ne soit pas cette monnaie dont l'obtention incontournable exige l'allégeance à un certain régime de finances, de travail et de production? Que faut-il pour que l'on puisse engendrer une monnaie qui mobilise d'autres images de fond, où le sens global du social ne soit pas ordonné selon un système hiérarchique, mais selon les potentiels portés par les corps et le collectif eux-mêmes? Cette sous-question plutôt, est attaquée avec des buts distants et de façon différente par plusieurs systèmes de monnaie parallèles, par les crypto-monnaies, enfin par plusieurs initiatives. Mais maintenant, il faudrait ouvrir une parenthèse pour situer ces questions dans une certaine compréhension de ce phénomène de l'opération monétaire. En termes généraux, la monnaie peut être divisée en 3 dimensions. Premièrement, celles que Jean-Marie Servet nomme les paléomonnaies, qui correspondent par exemple à la notion de monnaie primitive, très habituelle dans le passé, mais qui désignent des instruments libératoires de plusieurs genres, qui sont employés pour répondre à des obligations sociales, y inclut ceux de la distribution des objets d'usage, c'est sûr, mais aussi le respect politique et les rituels religieux. C'est le domaine le plus vaste, puisqu'il comporte des objets, des rites, des paroles, qui semblent ne rien avoir avec notre notion de monnaie. Ensuite, il y a la monnaie en tant qu'argent, cet instrument abstrait, nombré, que nous connaissons, une monnaie tellement épurée que l'économie orthodoxe peut la traiter comme sans importance. Et finalement, il y a les instruments que nous associons le plus directement à l'invention monétaire, les monnaies alternatives, la monnaie fondante, dont a été le sujet ici. Bon, depuis une centaine d'années déjà, plusieurs philosophes, sociologues, anthropologues, psychologues et même une poignée d'économistes ont cherché dans les pratiques d'autres peuples, c'est-à-dire dans la première dimension de la monnaie que j'ai dit il y a quelques minutes, une compréhension de la deuxième dimension de la monnaie, c'est-à-dire l'argent tel que nous l'employons dans la modernité capitaliste, et qui était censé ne pas avoir besoin d'explication, n'étant qu'instrument pour échanger. Dans ces pratiques, la plus étudiée est probablement celle du Kula, que l'on trouve chez Malinowski, chez Mauss, chez Annette Weiner, sont les 2 Stratton et tant d'autres. Effectivement, le Kula semble pouvoir faire dégager une opération archimonétaire, pour ainsi dire, dont les traits élémentaires se retrouvent dans la monnaie en tant qu'argent, dans les paléomonnaies et dans les paramonnaies, et qu'il faut avoir en tête lorsqu'on traite de l'invention monétaire. Dans le Kula, les rencontres entre chefs de clan impliquent l'offre de dons qui ne sont ni gratuits ni totalement volontaires. Comme le dit Mauss, il y a une triple obligation de donner, de recevoir et de rendre. Ce sont des dons plutôt agonistiques, servant à établir des rapports de puissance et de valeur entre les lignées. Selon Annette Weiner, en dessus des biens échangés se trouvent les biens inaliénables, qui ne sont transmis à d'autres que dans le but de les récupérer avec un gain. Un chef serait disposé à donner un grand volume de biens de valeur pour garder les seuls biens inaliénables. Mais il est aussi disposé à prendre des risques pour accroître son pouvoir. Cette cérémonie opère ce qu'Annette Weiner nomme une authentification cosmologique des hiérarchies sociales. Ainsi, les rapports de valeur et pouvoir qui s'établissent dans de telles cérémonies sont la base sur laquelle d'autres rencontres plus vulgaires, pour ainsi dire, ont lieu. Le Gimoali, aussi très célèbre, qui est le mode polynésien du commerce. Celui-ci, où les biens sont échangés en tant qu'équivalent sans l'aspect agonistique, a lieu sous l'égide de la souveraineté conflictuelle affirmée dans le Kula. De tels rituels mobilisent un flux considérable de désirs et définissent l'orientation topologique des gestes des corps dans ce collectif. C'est une opération très semblable en termes de flux affectifs à celle par où la grande finance détermine le régime de production dans une économie moderne, et par extension l'activité quotidienne. C'est par les rythmes de remboursement et les décisions d'investissement que l'architecture du système productif, de la reproduction des modes de vie, se détermine. La vie économique quotidienne est une sorte de Gimoali sous le Kula, tout entre guillemets, de la haute finance.
Celle-ci implique des risques, des rapports de pouvoir qui, en explosant à chaque crise, conduisent à une reconfiguration des conditions de reproduction. Et comment s'établit ce rapport? À partir d'une opération centrale, celle de l'authentification cosmologique des rapports sociaux. Et pour fermer la parenthèse, c'est bien à partir de ce modèle archimonétaire que l'on peut penser à bâtir les modes de vie alternatifs à travers l'invention monétaire. Au premier regard, il paraît que ce soit un défi considérable. L'architecture monétaire exprime une structure de valeurs où les hiérarchies sont toujours impliquées. Notre défi aujourd'hui est encore plus accentué étant donné que la monnaie est organisée d'une façon où son opération implique la subvention réelle, non seulement du travail au capital, mais de la vie tout entière, l'affectivité, le désir, le rapport du corps aux techniques et à la nature. L'un et l'autre, vie et nature, se trouvent sur le point d'un épuisement catastrophique du fait de son absorption complète à la monnaie devenue capital. Et pour revenir à la question en suspens, que peut-on produire par l'invention monétaire? Pour le moins, la pensée de l'invention monétaire devrait passer par cette voie-ci, opérer la monnaie pour se donner un principe de fond, un socle de souveraineté fondé sur une résonance conjointe entre corps et territoire, entre vie et nature. Ensuite, ce qui persiste est la question de la relation qui soutient des rapports sociaux et surtout économiques. Que sont ces rapports en face du schème archimonétaire? Peut-il être échappé et renversé, ce schème-là? Ou alors, ne peut-on rester qu'à la marge de ce schème et par extension à la marge de la monnaie hégémonique? Ce qui conduit à la question du début, mais reformulée, y a-t-il d'autres authentifications que celle de l'hégémonie et de la domination, comme de l'ocula ou la haute finance? Défi considérable, certes, mais est-il inaccessible? Souvenons-nous de Pierre Clastres et ses sociétés amérindiennes contre l'État, ritualisant non pas l'authentification de la hiérarchie, mais sa purge, l'expulsion de son fantôme. Il fournit au moins l'idée d'une action, de la production de signes, qui invente d'autres rapports effectifs. Pour ce qui est de l'argent, les monnaies alternatives, cités plus tôt, fournissent un grand nombre d'éléments intéressants, comme le contrôle local des rythmes et la gestion commune de l'émission et de la circulation. Le réseau de trueque argentin multiplie les couches d'émission afin de contrecarrer la tendance à la centralisation, de sorte que les points de contrôle local soient toujours proches de la population, devenus ainsi plus aptes à influencer sur la totalité du réseau. Pour conclure, je dirais que la raison pour laquelle le défi paraît énorme, voire insurmontable, est bien celui-ci. La tâche consiste à renverser un schème architectural placé au cœur du politique. Néanmoins, c'est justement ce même aspect du schème opérationnel, ainsi que sa place privilégiée, qui permet d'affirmer le contraire. Le défi n'est pas du tout insurmontable étant donné qu'il s'agit d'une opération constitutive de la reproduction de modes de vie. À défaut de croire à une nature figée de l'humain et du politique, qui se reflèterait sur une essence figée de la monnaie, il faut accepter que tout schème, même l'archimonétaire, est l'œuvre de l'action affective des corps, ce qui implique aussi une volonté explicite, ainsi que la capacité technique de produire un système de signification. Comme toute arché, celle de la monnaie peut être transvaluée, ce qui font sans doute en partie plusieurs initiatives de monnaie alternative et qu'il faudra approfondir.